Donc, bonjour à tous. La présentation va commencer dans une minute. On va laisser les gens arriver un peu. Donc, on se retrouve dans une minute. Donc, il est 10 heures. Je crois qu'on peut commencer la présentation. Bien, bon matin à tous. Merci d'être des nôtres malgré l'heure un peu matinale. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous voir aussi nombreux à nos événements. Ça nous montre que les sujets qu'on choisit sont pertinents et que nos webdiffusions vous intéressent. Donc, la webdiffusion d'aujourd'hui s'intitule Comprendre le lymphome hodgkinien. Et le docteur Lemieux va nous parler du diagnostic, de la prise en charge et des soins de suivi de ce type de cancer du sang. Donc, c'est une web diffusion en direct qui va se terminer avec le témoignage de Marie-Ève Bisson. Il est maintenant temps de commencer. Donc, mon nom est Joliane Pelletier. Je suis chef des services à la communauté pour la région du Québec à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Donc, je vais être la modératrice de cet événement en ligne. On est très nombreux à s'être inscrits à cette présentation. Donc, vous avez sûrement remarqué que votre micro est en sourdine. Donc, il vous est pas possible de poser des questions à haute voix. Par contre, si vous avez des questions pour Dr Lemieux ou pour Marie-Ève à la fin, je vous inviterai là, à les inscrire dans la zone questions-réponses qui se trouve au milieu, au bas de votre écran. Et nous allons les lire à voix haute à la fin de la présentation. Aussi, la présentation est enregistrée et vous allez recevoir, vous allez recevoir par la suite un courriel lorsqu'elle va être disponible sur notre site Internet. Donc, docteur Lemieux, si vous voulez changer de diapositive, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, la mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada, c'est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui sont directement touchées et de leur famille. Prochaine diapositive. Et bien sûr, nous sommes là pour vous aider. Donc, nous offrons du soutien pour tous les types de cancers du sang et ce, tout au long du parcours. Donc, n'hésitez jamais à communiquer avec nous. Vous voyez présentement à l'écran mon adresse courriel, l'adresse de ma collègue Jennifer aussi, qui est également le responsable des services à la communauté pour la région du Québec. Et vous pouvez visiter notre site web cancerdusang.ca ou nous téléphoner au 1-833-222-4884. Prochaine diapo. Également, je vous inviterai à consulter notre site internet cancerdusang.ca qui regorge d'informations et de ressources et qui sont maintenant très faciles d'accès grâce à la nouvelle façon d'y naviguer. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est maintenant possible d'avoir accès à des ressources spécialisées en choisissant l'onglet qui vous convient. Par exemple, si vous avez directement reçu un diagnostic de cancer du sang, vous allez naviguer par J'ai un cancer du sang. Si vous êtes un proche aidant, vous avez l'onglet Je soutiens. Si vous êtes une personne qui est plutôt dans la vie après le cancer, vous avez l'onglet Je suis un survivant. Vous avez aussi un onglet pour les professionnels de la santé. Donc, c'est vraiment une toute nouvelle façon de naviguer sur notre site Internet et je vous invite à aller le visiter. Prochaine diapositive. Et toujours sur notre site Internet, vous allez trouver plusieurs brochures et fiches d'information gratuites qui sont validées par des experts sur les cancers du sang, sur les traitements, mais aussi sur de l'information pratique. Vous allez aussi trouver des vidéos animées, les enregistrements de cette web-diffusion et de nos web-diffusions passées, ainsi que nos balados. Prochaine diapositive. Et si d'échanger avec une personne qui a vécu la même chose que vous vous intéresse, sachez que c'est possible grâce à notre programme de soutien par les pairs. C'est un programme qui permet en fait d'avoir un ou deux appels téléphoniques avec un de nos bénévoles formés. Donc, ça permet vraiment d'échanger sur vos expériences respectives. Ça donne un bon message d'espoir pour la suite des choses.
C'est un programme qui est offert pour les personnes nouvellement diagnostiquées, pour les personnes en traitement, dans la vie après le cancer, ainsi qu'aux proches aidants. Puis, dans la mesure du possible, on essaie vraiment de jumeler les participants et les bénévoles en fonction de leur âge, de leur diagnostic, de leur situation familiale, etc. Prochaine diapositive. Donc, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier pour aujourd'hui, Dr Bernard Lemieux. Donc, Dr Lemieux est hémato-oncologue et chef du service d'hémato-oncologie au Centre intégré de cancérologie du CHUM. Donc, Dr Lemieux, je vous laisse la parole. Alors, merci, Mme Pelletier. Je tiens à remercier la Société Leucémie Lymphome Canada de me donner l'opportunité de vous présenter ce matin. Je pense que c'est important. J'ai toujours été de ceux qui pensaient qu'un patient qui connaît bien sa maladie, c'est un patient qui se traite mieux, qui comprend pourquoi on fait les choses et qui s'ajuste mieux à tous ces bouleversements-là qui sont associés au cancer. Donc aujourd'hui, on va parler du lymphome de Hodgkin, qui est un cancer assez rare, comme vous allez voir. Puis on va essayer de faire un peu le tour des choses à savoir comme patient, comme proche aidant, pour comprendre la trajectoire de soins qui nous est offerte et d'essayer de pouvoir avoir une participation active à cette trajectoire de soins-là, ce qui augmente de façon certaine la qualité des soins. Donc, on va parler un peu du lymphome lui-même et de son diagnostic, comment on planifie les traitements, qu'est-ce que sont certains enjeux avec certains médicaments, la notion d'essai clinique et quelque chose de très important en cancer hodgkinien, c'est les effets secondaires au traitement. Donc, 1, 2, 3, go, on y va. Donc, qui est ce jeune homme? Bien, écoutez, je pense que je suis fervent d'histoire. Donc, sachez que le bon vieux docteur Hodgkin, Thomas de son prénom, était un médecin, un Écossais, qui était surtout un pathologiste, qui a publié un article en 1832 sur plusieurs cas, des dizaines de cas de patients avec des ganglions et une rate augmentée de volume et dont l'étiologie était incertaine. Ce qui est drôle et amusant en même temps, c'est que c'est de là. Donc, certains de ces cas étaient des lymphomes et se sont avérés éventuellement être des lymphomes de Hodgkin. C'est pour ça qu'on a donné le nom. Mais ce qui est le plus comique, c'est que la majorité des cas qui ont été décrits, ça a pu être revisité par la suite, n'étaient pas des lymphomes de Hodgkin. Donc, on se souvient de M. Hodgkin à cause d'un article qui, en 1832, a pavé la voie à tout ce qui a rapport avec les lymphomes. Donc, pour être un peu plus actuel, qu'est-ce qu'il y en est le lymphome de Hodgkin? Bien, écoutez, c'est une tumeur qui est rare. Ici, vous avez les statistiques de Santé Canada en 2019 sur les nouveaux cas diagnostiqués au Canada des différentes tumeurs. Donc, on ne se surprend pas. Là, chez l'homme, c'est la prostate, le poumon, le colorectal. Chez la femme, c'est le sein, le poumon, même chose, le colorectal. Et pour trouver le lymphome de Hodgkin, il faut aller en bas complètement. Donc, c'est une tumeur qui est très rare, qui représente moins de 1% de toutes les tumeurs au Canada. Donc, au total, ça fait à peu près 1000 nouveaux cas par année au Canada en 2019. Donc, c'est une maladie rare. Puis, je vous dis ça pourquoi? Bien, parce que si vous calculez qu'il y a 1000 cas par année au Canada, puis que le Québec, on est autour de 20, peut-être 25% de la population, ça fait environ 200 nouveaux cas par année. Puis, si vous divisez ça par le nombre d'hôpital, puis le nombre d'hématologues, bien, ça fait au bout de la ligne que il y a chacun des hémato-oncologues, chacun des hôpitaux ne traiteront pas des centaines et des centaines de cas par année. Pourquoi c'est important? C'est une maladie rare, mais c'est une maladie rare pour laquelle les conduites sont assez bien définies. Et donc, c'est important pour les docteurs de se tenir à date dans cette condition-là parce que l'objectif, comme on va en parler après, est toujours, on l'espère, la cure. Malheureusement, pas toujours possible, mais on doit toujours partir avec l'idée en tête que le traitement, l'objectif visé sera la guérison du cancer. Une donnée qui est importante dans les mêmes statistiques du gouvernement canadien, ici, vous avez
ce qui est attendu ce qui a été remarqué entre 1994 et 2014 sur l'évolution de la survie des différents cancers. Donc là, encore une fois, je vous ramène en tout petit. Le lymphome de Hodgkin est ici. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est une pathologie, c'est une forme de cancer pour laquelle les dernières années ont montré une amélioration de la survie nette à 5 ans de l'ordre de 4 %, ce qui est de très, très bonnes nouvelles. Je vais me permettre de faire un petit commentaire éditorial. Si vous regardez toutes les tumeurs pour lesquelles les améliorations sont les plus importantes. Il s'agit principalement de tumeurs hématologiques, donc la leucémie lymphoïde chronique, le lymphome hodgkinien, la leucémie myéloïde chronique, toutes des choses pour lesquelles vous pouvez avoir de l'information sur le site de la Société Leucémie Lymphome Canada. Mais pour notre lymphome de Hodgkin aujourd'hui, on dit que dans les dernières années, on a pu observer une amélioration de la survie qui est d'environ 5 % pour une survie globale pour tous les cas d'environ 80 % à 10 ans. Donc, qu'est-ce que le lymphome hodgkinien? Donc, il faut garder en tête que le cancer, c'est une maladie génétique. Donc, c'est une maladie pour laquelle, malheureusement, il se passe des bruits au niveau des bris et des anomalies au niveau du code génétique et c'est ce qui va entraîner le cancer. Le lymphome hodgkinien, de façon spécifique, c'est une tumeur, c'est un cancer du système lymphatique. Donc, la cellule malade dans le lymphome hodgkinien, parce que le concept de cellule est très important dans l'oncologie moderne, c'est un lymphocyte, donc c'est une forme de globule blanc qui normalement peut se promener dans le sang et ou dans les ganglions et qui, pour des raisons qui sont inexpliquées à l'heure actuelle, va un jour se transformer et provoquer le lymphome hodgkinien. Donc, qu'est-ce que sont les causes et les facteurs de risque? Donc, c'est une maladie dont la cause principale demeure inconnue. Donc, il y a certains facteurs de risque, mais on ne peut pas dire, il y a telle chose, à cause de ça, on en déduit qu'on a un lymphome de Hodgkin. Première chose qui est importante, c'est de savoir que ce n'est pas une maladie qui est génétique. Donc, comparativement à d'autres maladies où il y a des formes génétiques clairement identifiées, comme le cancer du sein, certains cancers colorectals, dans le lymphome de Hodgkinien, ce n'est pas une maladie qui se transmet de père ou de mère en fils ou en fille. On sait qu'il y a un certain lien avec le virus de la mononucléose, le virus d'Epstein-Barr, mais le fait de faire une mononucléose ne vous garantit pas de faire un lymphome hodgkinien, une chance, puisque 90 % de la population au Québec ont probablement été en contact un jour ou l'autre avec le virus de la mononucléose. On sait que c'est une maladie du jeune adulte, un petit peu plus prévalente chez les hommes. Il y a des antécédents familiaux. La prévalence est un petit peu plus importante dans la famille que ce qu'on retient dans la population normale, mais ce n'est pas une maladie génétique. Clairement, une association avec un système immunitaire affaibli, que ce soit de façon congénitale ou acquise. Et finalement, il y a une certaine littérature qui suggère que le milieu socio-économique duquel on provient pourrait permettre ou protéger contre le fait de développer éventuellement un lymphome de Hodgkin. Donc, pour ce qui est du reste de la présentation, ce qu'on va faire, c'est un peu le cheminement, la trajectoire de soins qui est normalement celle d'un patient chez qui va présenter éventuellement des symptômes. Qu'est-ce qu'on va devoir faire comme examen diagnostique? Comment on planifie le traitement lui-même et par la suite le suivi. Donc, ça se trouve être, si vous voulez, un peu l'espèce de trajectoire que tous les patients vont devoir vivre lorsque un jour un diagnostic de Hodgkin est posé. Donc, comment ça se présente? Quand est-ce qu'il faut y penser? Pourquoi un patient, à un moment donné, se présente un lundi matin et arrive à ma consultation en disant peut-être que j'ai un lymphome de Hodgkin? Donc, il faut savoir que c'est une maladie qui peut être complètement asymptomatique. C'est-à-dire que tôt ou tard, elle le devient, mais au début de l'évolution de la maladie est complètement asymptomatique. Il n'y a pas de prise de sang spécifique pour cette maladie-là, contrairement à d'autres maladies, comme entre autres le cancer de la prostate. Donc, c'est une maladie pour laquelle faire des prises de sang ne permet pas de faire de diagnostic et lorsque des anomalies apparaissent aux prises de sang, elles demeurent non spécifiques et ce sont habituellement des patients qui sont beaucoup plus malades.
Le symptôme premier ou l'observation première que la majorité des patients vont voir, c'est l'augmentation de ganglions et des ganglions principalement au niveau des régions cervicales. Et on va revenir sur ça, cet effet-là. Il peut y avoir aussi, au-delà de l'augmentation de la taille des ganglions, des symptômes qui sont reliés à la localisation du ganglion. Imaginez-vous, vous avez un ganglion là, de 4, 5, 6 cm au niveau du cou qui vous fait mal, au niveau d'une bronche qui comprime une bronche. Donc, il pourrait y avoir des symptômes qui sont secondaires au ganglion, mais surtout aux dommages qu'ils font pourtour. Et il y aura aussi ce qu'on appelle les symptômes constitutionnels, qui sont des symptômes non spécifiques, mais qui sont associés à l'état inflammatoire qui est produite par le lymphome de Hodgkin. Puis on va y revenir puisque c'est un classique. Donc, les voici, ces symptômes constitutionnels, c'est les fameux symptômes B. C'est des symptômes qui ne sont pas spécifiques au lymphome de Hodgkin, mais qui ont été reconnus à travers les années comme amenant une certaine valeur pronostique. Donc, on dira de quelqu'un qui a une maladie avec des symptômes B lorsqu'il y aura une perte de poids de plus de 10 en 6 mois, des sudations nocturnes. Je sais que la majorité des gens qui vont voir ça sur Internet disent des sudations nocturnes. J'ai plusieurs femmes ménopausées qui viennent me voir et disent j'ai chaud la nuit, des jeunes adultes qui ont chaud l'été quand il fait 30 dehors. Donc, c'est vraiment pas ce type de sudation nocturne-là. Ça faut que ce soit ce qu'on appelle en anglais là, du drenching sweat, c'est-à-dire là, ça mouille. Votre lit est mouillé à la vette, vous pouvez prendre votre T-shirt, le tordre, puis il y a de l'eau qui coule. Donc, il faut que ça soit vraiment, vraiment important. On parlera aussi de fièvre récurrente là, qui peut avoir des patterns journaliers ou à tous les 2 jours. Ne sont pas reconnus comme des symptômes B, mais des symptômes qui dans le temps, dans l'histoire, ont été associés au lymphome de Hodgkin. Le prurite. Je vous dirais qu'on a ici à l'hôpital 1 ou 2 cas par année de patients qui ont consulté un dermatologue par sensation là, de grattage important pour lequel le dermatologue ne trouvera rien au niveau de la peau, mais il va trouver éventuellement un Hodgkin. Et finalement, le grand classique du jeune adolescent, la douleur à la consommation d'alcool. On ne parle pas de quelqu'un qui a pris une brosse et qui se sent mal le matin, mais ce qui est décrit là, des gens qui vont vous raconter qu'aussitôt qu'ils prennent de l'alcool, ils ont mal aux différents sites ganglionnaires. Personnellement, je n'ai jamais vu aucun patient qui m'a décrit cette anomalie qui pourtant est très bien rapportée là, dans tous les écrits sur le Hodgkin. Donc, la présentation clinique, la majeure partie des patients vont se présenter avec une bosse, un ganglion, une masse qui est indolore. Donc, ils vont remarquer un matin en se levant, on se rase, il y a une bosse dans le cou, une bosse dans un aisselle. La localisation est principalement au niveau des régions cervicales, au niveau du médiastin, donc entre les poumons. C'est important à savoir parce qu'éventuellement, selon les grosseurs de ces ganglions-là, ça va pouvoir causer des problèmes sur certaines veines du cœur, sur les bronches, amener de la difficulté à respirer. On retrouvera aussi dans environ un quart à un tiers des cas des ganglions au niveau des aisselles et plus rarement de façon isolée au niveau de l'abdomen. De façon intéressante, il pourra y avoir une atteinte, c'est-à-dire des masses qui vont se développer à l'intérieur des organes et non dans les ganglions, dans 5 à 15 % des patients. Donc, une fois que le patient s'est présenté, on a identifié certains symptômes, on a réussi à mettre en évidence une masse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le fait de voir un ganglion, ça ne signe pas un diagnostic de Hodgkin. Ça peut être des dizaines et des dizaines de diagnostics. Donc, la chose la plus importante dans la prise en charge initiale, c'est l'obtention d'une biopsie de la masse et ou de l'organe malade. Quand on fait l'école de médecine, ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'il faut avoir le plus gros spécimen possible. Donc, si on est capable d'enlever le ganglion au complet, on l'enlève. Sinon, si c'est plus difficile et plus difficile d'accessibilité, on aura recours à différentes biopsies en radiologie ou avec un aiguille, on va chercher un morceau. Pourquoi on a besoin d'avoir un gros spécimen? Mais parce que plus que notre spécimen est gros, plus que notre analyse pathologique va être intéressante. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans le lymphome de Hodgkin, c'est souvent l'aspect, quand on regarde, puis c'est l'aspect qui est ici. Donc, on fait notre biopsie, le pathologiste va regarder les tissus, mais en microscopie fine, ce qu'on va voir, c'est ces grandes cellules-là qui sont caractéristiques du lymphome de Hodgkin et qui sont appelées la cellule de Reed-Steinberg. Pourquoi c'est important d'avoir une grosse biopsie? Parce que cette cellule-là représente environ juste 1 sur 1000 à
1 sur 1000 des cellules qu'on va retrouver dans le ganglion. Donc, si notre spécimen est trop petit, le diagnostic pourrait être difficile à obtenir. Une fois que notre biopsie est faite, ça va prendre un pathologiste 7 à 10 jours avant l'obtention du diagnostic. C'est souvent une période pour le patient qui est très anxiogène parce qu'on aimerait ça, une fois que la biopsie est faite, d'avoir le résultat le plus rapidement possible. Et afin d'obtenir tous les examens qui sont nécessaires sur la biopsie, il faut calculer presque 2 semaines avant de pouvoir revoir son oncologiste et avoir un diagnostic. Donc, c'est quoi? Je ne ferai pas beaucoup de moléculaire aujourd'hui, mais le lymphome de Hodgkin, donc c'est un lymphome qui est principalement B. Donc, il existe 2 types de lymphocytes, la cellule malade dont on a parlé initialement, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Il y a des cas de T, mais principalement, ce sont des lymphomes à lymphocytes B. Ils ont des caractéristiques, ces lymphocytes-là, la cellule malade, qui est très, très importante, parce qu'entre autres, le CD30 qui se retrouve sur la cellule malade va être une cible de traitement éventuel. La cellule qui est caractéristique, c'est cette cellule-là, celle qui est décrite en yeux de hibou, qui est la cellule de Reed-Steinberg. Toutes les autres cellules au pourtour qu'on voit ici ne sont pas des cellules cancéreuses, mais c'est des cellules inflammatoires qui ont été attirées par notre cellule malade. Donc, il existe, quand le pathologiste va regarder, une fois qu'il a déterminé qu'on a bien affaire à un lymphome de Hodgkin, il va déterminer le sous-type. Il existe 2 grandes familles dans le lymphome de Hodgkin, ce qu'on appellera la forme classique, et c'est sur cette forme-là dont je vais faire la présentation aujourd'hui, et une forme non classique. Dans les formes classiques, il y a la forme nodulaire sclérosante, une forme prédominance lymphocytaire, déplétion lymphocytaire et cellularité mixte. Dans les faits, les proportions de chacune de ces formes-là sont différentes. Chacune est associée à des pronostics ou à des modes de présentation différents, mais dans les faits, elles seront toutes traitées de la même manière puisque le sous-type n'affecte pas le type de traitement qu'on va donner. Pour ce qui est de la forme nodulaire à prédominance lymphocytaire, qui est la forme non classique, il s'agit vraiment d'un lymphome d'une famille haute complète pour lequel là, on ne discutera pas d'aujourd'hui, mais que les options thérapeutiques sont différentes. Donc, on sait à qui on a affaire. Deuxième étape avant de pouvoir parler de traitement, c'est savoir, c'est ce qu'on appelle la stadification. En anglais, c'est ce qu'on appelle le staging. Puis à quoi ça sert? C'est déterminer l'étendue de la maladie. Dans le lymphome de Hodgkin, c'est une information qui est très, très importante puisque le traitement pourra varier dépendamment si la maladie semble plus isolée ou plus diffuse. Donc, pour ce faire, le patient sera soumis à différents tests qui vont nous permettre d'identifier l'étendue de la maladie. Donc, il y aura des tests d'imagerie, c'est-à-dire les scans et le TEP scan sur lequel on va revenir. Il y aura certaines analyses de sang. Et il y a été une époque où on faisait de façon systématique une biopsie de moelle, ce que je vous dirais dans la pratique de tous les jours, étant donné les différents types d'imagerie dont on dispose, c'est un examen qui est de moins en moins effectué. Donc, la majorité des patients vont passer des scanners de la tête aux pieds, tout ça pour être capable d'identifier les zones où se situe le lymphome. Je vous ai montré 2 exemples ici. Toute cette masse en gris foncé-là, qui est une masse dans l'abdomen entre les 2 reins, qui est du lymphome, ou bien ici, de façon plus classique, entre les 2 poumons, dans le médiastin. Donc, le scanner, qui est un examen qui se fait rapidement, disponible dans tous les hôpitaux, ou presque, va nous permettre d'identifier les sites d'atteinte de la maladie. Ce qui est de plus en plus... Ce qui est de plus en plus, je ne dirais pas à la mode, mais ce qui s'en vient de plus en plus le standard, c'est la réalisation de ce type d'imagerie qu'on appelle le TEP scan, donc qui est une imagerie qui est fonctionnelle, qui en plus de nous dire la grosseur des tumeurs, nous permet d'identifier des tumeurs qui sont plus petites et des tumeurs qui pourraient à l'occasion passer inaperçues. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais ici, vous avez un patient. Ici, on voit le cœur, la vessie et toutes ces choses blancs-là sont de la captation
du lymphome où il y a de la maladie et vous voyez un résultat très intéressant une fois que la maladie est traitée. Donc, comment ça fonctionne un TEP scan? Bien, c'est un examen radiologique où on va injecter du sucre qui a une certaine radioactivité et le sucre va aller se déposer dans les organes qui ont une activité métabolique très élevée. Donc, qu'est-ce qui a une activité métabolique très élevée? Donc, c'est tous les tissus qui sont en pleine activité. Donc, on pensera au cœur, puis on pensera au cerveau qu'on ne voit pas aussi. Mais toute infection va capter de façon différente et le Hodgkin a la caractéristique de capter dans environ 90 à 95 des cas. Donc, c'est une méthode qui est très intéressante pour identifier initialement la maladie, donc dans le staging, mais c'est un examen qui, de nos jours, est beaucoup plus utile que juste le staging. C'est un examen qui va nous permettre, quand on le réalise après un certain nombre de traitements, de prédire qu'est-ce qui va arriver, comment va aller le traitement qu'on est en train d'amorcer. Donc, on fait de plus en plus des PET scans à mi-traitement. Puis, on le fera aussi à la fin des traitements, lorsque le traitement est terminé, puisqu'un PET scan qui est alors en rémission complète, où il n'y a plus d'évidence de maladie, aura de meilleures chances à plus ou moins long terme d'être guéri. Et à contrario, un PET scan qui ne montre pas une réponse complète nous permettra de prédire souvent une récidive éventuelle. Donc, le TEP scan, c'est un examen qui est de plus en plus utilisé, particulièrement dans le lymphome de Hodgkin, où l'indication est claire. Donc, comme on le disait, c'est une imagerie fonctionnelle qui est basée sur le métabolisme du glucose, puis qui a une sensibilité là, de plus de 90 %. Donc, on a fait nos examens radiologiques et là, on va parler du stade de la maladie. Donc, il existe une classification qui a été développée pour le lymphome de Hodgkin qui nous permet d'avoir une idée rapidement, quand on parle entre médecins, de comment a été étendue la maladie. Puis ce stade-là aura une importance sur le type de traitement qu'on donnera. Donc, quand il y a juste une chaîne ganglionnaire de malade, on dit un stade 1. Quand il y a plusieurs chaînes, tous du même côté du diaphragme, donc c'est-à-dire soit en haut ou en bas, on dira que c'est un stade 2. Quand il y a des ganglions ou de la maladie des deux bords du diaphragme, on parlera de stade 3. Et quand on aura des patients avec des atteintes en dehors des ganglions, que ce soit dans le foie, dans l'os ou autre, on parlera d'un stade 4. Ce stade-là, dans le lymphome de Hodgkin, est une donnée importante puisque les stades 1, 2 qu'on dira localisés sont traités de certaines manières. Les stades plus avancés de 3, 4 seront traités d'une autre manière. Habituellement, on rajoutera après le stade la lettre A ou B en faisant référence à nos symptômes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on peut avoir un patient avec un stade 3, donc des ganglions des deux côtés du diaphragme, un stade 3A sans symptôme B. Et ceci permet aux médecins d'identifier le type de traitement approprié. Une fois qu'on a le stade, on est maintenant prêt à planifier le traitement, planification du traitement qui va dépendre de plusieurs choses, du stade de la maladie, comme on a dit, de l'âge, des comorbidités du patient. Un patient de 102 ans ne sera probablement pas traité comme un jeune de 24. Un patient qui a de graves problèmes cardiaques ne sera probablement pas traité comme quelqu'un qui n'en a pas. Donc, toutes les comorbidités, toutes les autres maladies peuvent avoir un impact sur la prise en charge du patient. Le lymphome de Hodgkin, c'est une maladie qui se traite assez bien et pour laquelle on peut avoir d'assez bons résultats. Et donc, c'est une maladie sur laquelle il faut penser lors de la planification du traitement à des effets secondaires à long terme, tout particulièrement parce que c'est une maladie qui se présente chez le jeune adulte. Puis, on va toujours respecter le choix du patient dans notre décision. Donc, c'est une décision souvent qui est faite avec le patient à la lumière des résultats potentiels des effets secondaires à long terme. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive après? C'est qu'on se fait poser la question, « Docteur, quelles que sont mes chances de guérir? » C'est une question que j'ai toujours de la difficulté à répondre, pas parce que je ne le sais pas, mais simplement parce qu'il faut toujours remettre en contexte ce qu'on est capable de donner comme information. Donc, il existe des chiffres pour le taux de guérison. C'est des statistiques. Puis malheureusement, ces statistiques-là donnent juste un ordre de grandeur et ne permettent pas d'identifier pour chacun des patients qu'est-ce qui est
qu'est-ce qui va arriver? Donc, j'ai beau dire à un patient qu'il y a 80 de chances de s'en sortir, ce qui est très bon, mais si malheureusement il est dans le 20 c'est zéro pour lui. Donc, il faut toujours faire attention quand on répond à cette question-là. C'est important que le patient sache dans quoi il s'embarque, mais il faut toujours garder en tête que même si tu as juste 10 de chance de t'en guérir, tu as quand même 10 de chance de t'en guérir. Et si tu guéris, ben, c'est 100 de guérison pour toi. Donc, c'est une question qui est dure à répondre. C'est une question qui est souvent dure à interpréter pour le patient lorsqu'on lui fait part de ces choses-là. Mais dans les faits, écoutez, le lymphome de Hodgkin, c'est un lymphome qui se guérit. Et l'objectif de traitement, qu'importe le stade, ça sera toujours la guérison. Et on a plus qu'une option pour espérer arriver à la guérison. Donc, quand on s'assoit avec le patient, on parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir la maladie. Puis moi, quand je dis guérir, là, c'est une fois que le traitement est fini, puis que c'est d'espérer là, que plus jamais, jamais, jamais il y ait de problème ou de récidive. Donc, dépendamment du stade, ça peut aller jusqu'à 95 et même dans les stades 4, les maladies les plus avancées, on peut imaginer des gens, là, vous avez presque un peu plus que 50 de chances de guérir. Ce qui est des données qui sont très, très intéressantes quand on compare avec certains autres types de cancers. Les maladies de stade localisé, donc stade 1 et stade 2, vont souvent être approchées soit avec de la chimiothérapie seule ou avec des combinaisons de chimio et radiothérapie. Les chimiothérapies utilisées sont des chimiothérapies assez classiques. Là, on ne peut pas inventer. Ce n'est pas des recettes qu'on s'assoit sur le bord du comptoir et qu'on invente. Au Canada, celle qui est le plus souvent utilisée, c'est une recette qui s'appelle l'ABVD, qui combine 4 agents qui sont l'adriamycine, la bliomycine, la vinblastine et la dacarbazine. Ce sont des chimiothérapies qui se donnent sur une période d'1 mois. Donc, 1 mois, c'est un cycle, mais la chimio sera donnée à toutes les 2 semaines. Donc, si je reviens à la maladie localisée, il y a certains gens qui vont être abordés juste avec de la chimio, mais d'autres avec de la chimio et de la radiothérapie. Et tout dépendra de certains facteurs pronostiques qui sont associés à notre staging. Le fait d'avoir une masse qui dépasse de 10 cm, le fait d'avoir plus de 3 sites ganglionnaires. Ce sont toutes des choses qui devront être prises en compte par le médecin pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est le meilleur traitement. Pour le lymphome de Hodgkin, tous les chemins mènent à Rome. Qu'on utilise la chimiothérapie ou la chimiothérapie de radiothérapie, la guérison à long terme va être la même. C'est juste les effets secondaires et le taux de récidive qui pourraient être différents. Quand on a tendance à utiliser de la radiothérapie, il y aura moins de récidives, mais plus de chances d'avoir des complications à long terme, alors que des gens qui auront de la chimiothérapie seule ont un petit peu plus de récidives, mais moins de chances de complications à long terme. Donc, c'est des discussions qui doivent être discutées, qui doivent être faites avec le patient en fonction de la localisation de la maladie. On n'irradiera pas une femme dont la maladie est principalement autour du sein à cause du risque de cancer du sein, mais c'est au niveau du cou, ça peut être une option. Donc, il y a différentes options qui doivent être discutées avec le patient. Une des chimiothérapies qui n'est pas utilisée ici, mais qui est beaucoup plus utilisée en Europe, c'est un protocole qui est allemand, qui utilise à peu près les mêmes agents, mais beaucoup plus agressifs. De façon générale, je vous dirais qu'en Amérique du Nord, c'est peu ou pas utilisé. Quand on arrivera par ailleurs sur les maladies avancées, c'est-à-dire des maladies de stade 3, stade 4, puis certains stades 2, on utilisera notre même chimiothérapie ABVD ou le BICA, mais il existe une alternative de plus maintenant au Canada, qui est une chimiothérapie dont le squelette ressemble à la BVD, mais le B, ici, qui est la bléomycine, qui peut donner une toxicité pulmonaire, est remplacé par un nouveau médicament qui est du brentuximab. Je vous dirais que c'est des données qui existent dans la littérature déjà depuis un certain temps. C'est pas officiellement au Québec, on ne peut pas le donner depuis si longtemps que ça. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc, ça dépend un peu de comment le médecin voit le traitement à venir du patient. Donc, ce n'est pas nécessairement ceci ou cela qu'on va recevoir. Donc, le patient amorce un traitement, donc il est très important au moment de la prise en charge initiale d'établir le plan de traitement avec le patient, que le patient comprenne bien vers où on s'en va. Il y a normalement des visites médicales à tous les cycles de chimiothérapie, donc pour la BVD à tous les mois. Normalement, on refera une imagerie après 2 à 3 cycles pour voir comment le patient répond. On fait des prises de sang régulières.
Puis, il y a un suivi qui est aussi fait, dépendamment du centre où vous êtes, avec l'infirmière pivot qui offre un support aux patients là, qui est très, très, très important. Et donc, en fonction de l'imagerie après 2 ou 3 cycles, on pourra dire que les choses évoluent bien, on pourra compléter le traitement, ou parfois, malheureusement, ça n'évolue pas aussi bien qu'on voudra, puis on devra réajuster notre tir. Et réajuster notre tir, ça voudrait dire que, dans le fond, notre maladie, un jour après tous les traitements, revient ou est réfractaire au traitement. Et là, à ce moment-là, on va devoir changer de traitement. Mais encore une fois, les traitements de deuxième ligne vont offrir une possibilité éventuelle aux patients de guérir. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a plusieurs routes qu'un patient pourra emprunter, toujours avec l'espoir de guérison. Donc, il y a des combinaisons de chimiothérapie. Il y a un médicament qui s'appelle le brentuximab sur lequel on va revenir. Il y a de la greffe de cellules souches et il y a la nouveauté du jour en oncologie, ce qu'on appelle l'immunothérapie. De façon générale, étant donné que c'est une maladie du jeune adulte, les patients qui auront une maladie récidivante ou réfractaire vont être orientés vers ce qu'on appelle habituellement l'autogreffe, à ne pas mélanger avec l'allogreffe. L'autogreffe, c'est une méthode par laquelle on donne une chimiothérapie très, très, très intensive, puis on sait que plus qu'on augmente l'importance de la chimio, plus qu'il y a de chances que la maladie guérisse. Et on lui redonnera ses propres cellules souches, des cellules souches qu'on aura récupérées au préalable. Et ça a l'avantage, l'autogreffe, d'éviter toute la notion là, de rejet, puisque les cellules qu'on redonne aux patients, les cellules qu'on est allé collecter durant ce qu'on appelle la collecte de cellules souches, elles lui appartiennent, donc il n'y a pas de problème. Par comparaison, l'allogreffe, qui peut être utilisée dans le lymphome de Hodgkin, mais très, 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 très rarement, on va se servir d'un greffon qui est donné par quelqu'un d'autre, dont un donneur HLA compatible, le plus souvent un membre de la famille, mais des fois des donneurs retrouvés sur un registre. Donc, il y a une grande quantité de patients qui auront une maladie réfractaire chez qui l'état clinique le permet, pour lequel on pourra utiliser l'autogreffe. C'est un traitement qui est très intense, beaucoup plus de toxicité associée. Je pense qu'il faut rapidement vous parler des 2 nouveaux traitements qui sont disponibles depuis peu au Québec. Il y a le brentuximab. C'est un médicament, donc c'est un anticorps, donc ce n'est pas une chimiothérapie, c'est un anticorps qui va reconnaître la cellule de Hodgkin parce qu'elle va se fixer sur une petite chose qui s'appelle le CD30 qui est spécifique aux cellules de Hodgkin. Puis sur cet anticorps-là, les petits points rouges, on a mis de la chimiothérapie. Donc c'est un moyen d'aller porter la chimiothérapie à la tumeur puis d'éviter tous les effets systémiques qu'on donne lorsqu'on donne la chimiothérapie qui va un peu partout. Donc ça, c'est des traitements qui peuvent être utilisés après l'autogreffe, lors d'une maladie réfractaire et maintenant, plus récemment, lors d'une première ligne de traitement dans une maladie avancée. Le deuxième nouveau traitement, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie ou les inhibiteurs des points de contrôle. C'est un traitement qui utilise des anticorps qui va bloquer au site de la cellule tumorale un petit appendice qui est formé par la cellule tumorale qui, normalement, comme on le voit ici, qui dit aux cellules normales du corps: il n'y a pas de problème, je suis très, très gentil. Ça lui permet de masquer son état tumoral puis d'empêcher les cellules normales qui détruiraient la tumeur de travailler. Donc, en allant donner cet anticorps-là qui va bloquer c'est la chose qui fait le masque, on redonne de l'activation aux cellules du corps qui vont pouvoir aller tuer la tumeur. C'est un médicament qui est très efficace dans le lymphome de Hodgkin, qui encore une fois peut être utilisé lors de maladies récidivantes. Il est possible, éventuellement, que lors de votre prise en charge, on vous parle de protocole de recherche clinique. Et ça dépend un peu du centre hospitalier où vous êtes, dépendamment des opportunités. Il existe 2 types de protocoles principalement. Il y a des protocoles où on compare un traitement standard avec un traitement expérimental. Puis il y a d'autres protocoles dans lesquels on compare pas, mais on utilise de nouveaux médicaments pour voir qu'est-ce que sera leur efficacité dans la tumeur. Il n'y a aucune obligation aux gens de participer. Les patients vont signer un consentement. C'est quelque chose de très, très, très régi. Puis je tiens à vous dire là, qu'on n'est pas une petite souris quand on participe à ça dans une cage là, pour laquelle on est un cobaye. Il est certain qu'on va se servir des résultats du traitement essayé sur nous
pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et faire le développement de la science. Mais moi, je pense que c'est très, très important. Je peux vous dire, c'est régi. Et pourquoi on voudrait participer? Bien, des fois, il y a des patients pour lesquels il n'existera plus d'alternative de traitement, puis ça sera le seul moyen d'avoir accès à un nouveau médicament. Il y a certains avantages. Il y aura une infirmière de recherche. Ça offre d'autres possibilités. Souvent, malheureusement, dans les protocoles, c'est très rigide, c'est moins flexible, il y a un peu plus de visites à l'hôpital. Mais au bout de la ligne, pourquoi on fait ça? C'est le seul moyen de nos jours pour permettre d'avancer la science. On ne peut pas du jour au lendemain décider qu'un médicament va être efficace et qu'on peut l'utiliser sans restriction. Pour être certain que le médicament est efficace, il doit passer à travers une série d'études qui, au bout, vont nous permettre de dire oui, il est réellement efficace. Donc, c'est un peu un don de soi, mais un don de soi pour lequel tout est fait pour essayer que le patient en bénéficie au maximum. Et moi, je n'ai aucun problème à présenter ou à offrir un protocole de recherche à mes patients. On va terminer en parlant des effets secondaires. Ça, c'est un des dogmes de l'oncologie, c'est de penser que les effets secondaires sont catastrophiques, que c'est pire encore que la maladie. Je peux vous dire que de nos jours, ça a changé. Les histoires de films, là, quand on regarde la télévision où les gens sont couchés à terre, verre en avant du bol de toilette, plus de cheveux, ils vomissent, ils sont pâles, c'est plus comme ça, là. Oui, les traitements ont une certaine toxicité, mais je pense que l'amélioration des thérapies de support nous permet de nos jours d'offrir un traitement aux patients qui est beaucoup plus tolérable. Donc, dans les effets précoces, donc il y a des effets aigus reliés au traitement, puis il y aura des effets qui sont tardifs. Les grands classiques, c'est la nausée, le vomissement. Encore une fois, c'est de plus en plus rare. On a beaucoup de médicaments qui nous permettent de contrôler ça. La perte de cheveux, la fatigue. Un point qui est très, très, très important dans le lymphome de Hodgkin, c'est l'infertilité, puisque c'est une maladie qui apparaît chez le jeune adulte. Donc, il sera important, lors de la prise en charge initiale, que les enjeux de fertilité soient discutés, autant avec les hommes que les femmes. Chez les hommes, on pourra éventuellement proposer de faire des dons de sperme. Chez les femmes, il existe différentes techniques de nos jours pour faire des dons d'ovules. Donc, c'est très, très important que ça soit discuté avec le médecin, puisque la chimiothérapie peut être associée à de l'infertilité. Ça augmente le risque d'infection, puis ça peut être toxique sur différents organes. La toxicité va être spécifique aux agents utilisés. Dans le lymphome de Hodgkin, quand on utilise l'ABVD, il peut y avoir certaines toxicités au niveau des nerfs, au niveau du cœur, au niveau du poumon. Mais même quand on prend en considération ça, ça nous offre quand même une possibilité de guérison. Questions fréquentes, bien, on se fait souvent poser des questions pour lesquelles on n'ose pas poser. Est-ce qu'on peut prendre de l'alcool? Si vous prenez une cuite pendant la chimiothérapie, vous allez probablement vous en rendre compte, mais un verre de vin, ça ne fait pas de mal. Une bière, ça ne fait pas de mal. Donc, si c'est important pour vous, faites-le. Seule chose qui peut être suggérée, si vous avez une grande bouteille de Bordeaux 42, il est possible qu'elle ne goûte pas très, très bon avec la chimio parce que ça donne de la dysgeusie. Donc, ce n'est peut-être pas idéal de la prendre là. Vous la garderez quand vous serez guéri. Est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles durant la chimiothérapie? La réponse, c'est oui. Il faut garder en tête, par ailleurs, que compte tenu qu'on a de la chimiothérapie, il y a des risques si on n'a pas de protection, si jamais on avait un enfant qui a des malformations congénitales associées au fait d'utiliser la chimiothérapie. Donc, on suggérera, pendant le temps de la chimiothérapie, du moins, d'utiliser des moyens de contraception. Souvent, ce que les patients vont dire, tu sais, j'ai moins le goût pour ça, je me mets plus dans la tête de mon traitement, mais bon, ça n'empêche pas. Les cheveux, j'ai fait une petite faute ici, les cheveux, ça prend 3 à 4 semaines avant de tomber. Ça ne tombe pas tout d'un coup. Moi, je recommande à mes patients de les garder un petit peu plus courts. C'est moins désagréable quand ça tombe dans le bain sur l'oreiller le matin. Est-ce qu'on peut faire de l'exercice? Oui, il faut faire de l'exercice. Toutes les études ont montré qu'un patient qui est en forme, qui bouge pendant le temps de sa chimiothérapie, la récupération par la suite va être plus facile. Il faut y aller à son rythme, mais c'est important de garder un tonus. Est-ce qu'on peut travailler? Pas de contre-indication formelle, mais souvent, ce que je vais dire à mes patients, c'est qu'on va passer un 6 mois, un 4 mois de traitement à essayer de se battre pour notre vie. Peut-être que c'est le temps d'investir là où, je dirais, entre guillemets, ça compte, c'est-à-dire d'essayer d'investir à l'endroit là, qui va nous permettre d'obtenir les meilleurs résultats possibles.
Qu'en est-il une fois que nos traitements sont terminés? Ben, écoutez, il y aura un suivi. Habituellement, il faut établir à la fin du traitement un plan avec le patient, un plan qui va dire qu'on va le rencontrer à telle fréquence. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, habituellement, moi, pour les 2 premières années, je vois mes patients à tous les 3 mois. Je ferai un examen de fin de traitement qui est le PET scan, qui va nous permettre de dire si on est en rémission complète. Puis par la suite, ça sera des visites à intervalles réguliers où il n'y aura pas de scanner ou de TEP scan systématique. On les fera simplement si il y a des nouveaux symptômes qui suggèrent la réapparition d'une maladie, parce que le plus souvent, ce n'est pas des maladies qui demeurent asymptomatiques à la récidive, c'est des maladies pour lesquelles le patient sentira quelque chose. Et il va apparaître à un moment donné dans le décours du suivi, toute la question de la prise en charge des effets secondaires à long terme, puis on mettra l'accent beaucoup sur les saines habitudes de vie. Point ultra important dans le lymphome de Hodgkin, c'est qu'il faut savoir, c'est que on guérit une bonne quantité de gens et que rapidement, il y a plus de chances d'avoir un problème relié au traitement que le Hodgkin récidive lui-même. Donc, il est important de nos jours d'essayer de donner un traitement le moins toxique possible pour que le jeune homme de 20 ans, la jeune femme de 20 ans qui va vivre, on l'espère, 50 ans, ne se ramasse pas des problèmes à 40, 50 ans en lien avec le traitement reçu. C'est un prix à payer, mais de nos jours, il y a beaucoup d'efforts qui sont effectués pour essayer de diminuer le prix à payer. Et tout ça amène ce qui est très à la mode aux États-Unis, un peu moins au Canada, toute la question du survivorship, c'est-à-dire quoi faire pour, une fois qu'on est guéri, pour faciliter notre survie par la suite. Donc, dans les effets long terme, les effets à long terme, il y aura certains effets cognitifs, certains effets physiques. La radiothérapie est associée à une augmentation de risque de cancer. La chimiothérapie peut être associée à une augmentation de certains risques de leucémie. Il peut y avoir certains troubles cardiaques, pulmonaires à long terme, les troubles de fertilité, la fatigue, la dépression. Moi, ce que j'aime dire à mes patients, c'est que quand le traitement est terminé, il faut penser de penser naïvement qu'un traitement de 6 mois avec de la chimiothérapie, plus ou moins de radiothérapie, ne laissera pas de marque sur ta vie après. C'est un peu naïf. Donc, il faut toujours garder, puis c'est important, on le dit aux patients, il faut toujours garder en perspective où est-ce qu'on est rendu, puis que peut-être la personne qu'on était avant la maladie ne sera pas la même de celle qui est après la maladie. Et ça, c'est souvent difficile à comprendre pour les gens. On aimerait tourner à zéro, puis de reprendre la vie comme si de rien n'était, mais malheureusement, c'est jamais comme si de rien n'était. Donc, les effets secondaires à long terme, il est important d'avoir un plan de dépistage des seconds cancers, une prise en charge des comorbidités. On sait que la chimiothérapie est associée à un excès de mortalité de maladies cardiovasculaires, donc il sera important d'éviter le tabac, de faire de l'exercice, de prise en charge de l'hypertension, le diabète, toutes des choses qui doivent être faites à long terme, puis pas dans le suivi immédiat du patient, mais sur un suivi à plus long terme, donc avec le médecin de famille. C'est clair qu'il doit avoir un plan coordonné avec le médecin de famille, avec certains membres d'une équipe interdisciplinaire, puis il faut de façon importante valoriser les saines habitudes de vie. Donc, ça a été 45 minutes rapides qui vous donnent un peu un survol de comment on prend en charge un patient avec un Hodgkin. Donc, si on reprend les étapes, donc l'importance du diagnostic, de la biopsie, faire une bonne stadification pour permettre de déterminer par la suite un bon plan de traitement, le suivi pendant le traitement et après le traitement parce qu'il y a des complications à court et à moyen terme. Le lymphome de Hodgkin, c'est une maladie qui se guérit. Malheureusement, on ne guérit pas tout le monde, mais même chez des gens qui auront une récidive, on va pouvoir espérer avoir une guérison parce qu'il existe d'autres options après une première ligne de traitement, que ce soit l'autogreffe ou certains autres types de médicaments. Donc, c'est une maladie qui est probablement un des grands succès de l'oncologie puisqu'on peut la guérir. Donc, c'est une maladie qui est curable, c'est une maladie qui a une toxicité à court et long terme qui doit être adressée. Tout ça doit être fait dans un contexte, dans un cadre interdisciplinaire. On peut avoir besoin d'un chirurgien pour faire la biopsie, le médecin de famille pour faire le suivi, les différents professionnels, que ce soit les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les nutritionnistes.
Puis la survie, ça ne s'arrête pas après 5 ans. Il faut penser là, que nos jeunes adultes qui ont eu un Hodgkin, puis qu'on va espérer qu'ils vont vivre 5, 10, 15, 20, 25 ans, il va falloir les accompagner parce qu'avoir un cancer, ça ne change pas la vie pendant 6 mois, ça change la vie pendant toute la vie. Fait que sur ça, je vais m'arrêter et je vais repasser la parole à Mme Pelletier. Merci beaucoup, Dr. Lemieux. Merci pour la présentation. C'était vraiment très clair, très intéressant. Merci aussi de toujours accepter de participer à nos événements. Donc, c'est vraiment très apprécié. Puis, comme j'avais dit en début de présentation, on va avoir une période de questions. Je sais qu'on en a déjà reçu. Mais avant de passer à la période de questions, questions qui peuvent s'adresser autant là, à Dr. Lemieux qu'à Madame Bisson, on va en fait donner la parole à Marie-Ève. Donc, Marie-Ève Bisson, c'est une jeune femme qui nous a contactés il y a quelques mois parce qu'elle a eu un diagnostic de lymphome de Hodgkin, pardon. Puis suite là, à cette expérience-là, elle a écrit un livre qu'elle a publié qui se nomme Cathéter. Donc, dans ce livre, en fait, c'est un peu une incursion indiscrète dans le quotidien d'une mère de famille de 39 ans atteinte du lymphome de Hodgkin. Puis c'est un récit qui est conçu comme une invitation au lecteur à vivre lui-même cette aventure là, qui s'étend d'avant le diagnostic jusqu'à bien après les traitements de chimiothérapie. Donc, le tout, comme elle le dit, là, avec une bonne dose d'autodérision. Mais bref, je vais lui donner la parole pour qu'elle nous parle un peu là, de comment elle a vécu le diagnostic et tous les semaines, les mois et années même qui ont suivi, puis peut-être aussi nous parler un peu de son livre. Donc, Marie-Ève, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, tout ça en 5 minutes, ça va être un défi. Alors, merci de m'avoir invité. Je suis heureuse de pouvoir prendre la parole aujourd'hui, quelques instants après cette présentation très complète et très intéressante du Dr. Lemieux, d'ailleurs. Alors, moi, oui, j'ai reçu un diagnostic en 2018. Donc, au début de l'année, j'ai trouvé des ganglions enflés, justement, ici à la jonction, là, à la base du cou, entre les clavicules. Donc, ça a pris à peu près 2 mois avant que j'aie mon diagnostic final après les différents examens, biopsies, etc. Et c'était donc un lymphome de Hodgkin, stade 3A, dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'avais aussi des ganglions dans le médiastin et sur la rate. Quand j'ai lu que ce cancer-là s'attaquait généralement aux jeunes de 15 à 39 ans, j'ai eu envie de rire jaune parce que j'avais précisément 39 ans à ce moment-là. J'avais 2 enfants qui étaient âgés à ce moment-là de 10 et 12 ans. J'avais un agenda hyper rempli. Je m'entraînais pour obtenir ma ceinture noire au karaté. Je travaillais, j'étais responsable des ventes dans les rablières familiales. Bref, je n'avais pas beaucoup le temps d'ajouter ça dans mon calendrier. Alors, c'était tout un défi d'organisation pour moi de mettre ma vie sur pause. Cela dit, je suis quelqu'un qui a tendance à se laisser porter par la vie, peu importe ce qu'elle met sur mon chemin. Donc, je me suis laissée emporter dans cette aventure-là sans trop réfléchir, sans trop d'appréhension, d'attente, d'inquiétude. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas consciente de ce qui m'arrivait, on s'entend, ni que je n'ai jamais vécu de stress, de fatigue intense ou que j'étais complètement découragée à certains moments. Mais c'est un état d'esprit qui m'a permis de vivre ça vraiment un jour à la fois, puis en envisageant quand même l'avenir avec optimisme. Donc, il y avait un traitement qui fonctionnait généralement bien, bien parfait, on y va. Alors, j'ai fait le fameux traitement ABVD, donc 6 mois de chimiothérapie aux 2 semaines. Puis mon médecin était optimiste. Alors, go, je suis optimiste aussi. Je vais perdre mes cheveux, ils vont repousser, preuve à l'appui. Alors, maintenant, près de 4 ans plus tard, ça repousse très bien. Et c'est ça aujourd'hui, donc je suis en rémission depuis bientôt 4 ans. Alors, c'est ça, avec ma vie sociale bien remplie, plein de monde qui allait se demander pourquoi je disparaissais tout d'un coup de la surface de la planète, j'ai décidé de vivre ça de façon, pas publique, mais disons, j'ai eu envie de partager ça avec mon entourage et d'autres, si les gens étaient intéressés. Alors, j'ai créé un blog pour raconter ce qui se passait dans ma vie. En tentant de dédramatiser, parce que le but, c'était pas de faire pleurer les gens à toutes les semaines en leur écrivant. C'était juste qu'ils sachent ce qui se passe dans ma vie puis qu'on puisse parler d'autres choses si jamais on se croisait. Alors, chaque semaine, j'écrivais un billet humoristique sur ce qui m'arrivait, que ce soit des examens, des rendez-vous manqués. Donc, c'est rapidement devenu une aventure rocambolesque dans laquelle on a hâte au prochain épisode. Et moi-même, j'avais hâte d'écrire le prochain billet. Je riais toute seule dans mon divan avec les pattes de Lazy Boy relevées où j'ai passé près d'1 an.
et l'ordinateur sur les genoux, je me trouvais vraiment drôle d'écrire des choses que j'allais vraiment partager avec le public. Donc, ça m'a permis d'ajouter une routine positive à la routine de traitement. Puis c'est ça, de rire un peu des choses qui m'arrivaient en dédramatisant tout ça. Ça m'a aussi redonné envie d'écrire. On disait des fois, on change après ça. C'est sûr que oui, j'ai recommencé le karaté, mais je n'ai pas la souplesse que j'avais, je n'ai pas le cardio que j'avais, même plusieurs années après. Au début, c'est frustrant, puis on se dit, ben, je suis où je suis. Je peux quand même faire du karaté, travailler, aller à l'érablière et faire un paquet de choses avec mes enfants qui sont rendus des grands ados maintenant. Donc, on prend la vie où est-ce qu'elle est, puis on continue avec. Et moi, cette expérience-là m'a donné envie d'écrire, parce que j'écrivais autrefois et je me suis replongée là-dedans. Donc, j'ai recommencé à écrire des nouvelles. J'ai maintenant un site web d'auteur. J'ai des textes qui ont été publiés dans différents collectifs d'auteurs et revues. Donc, mon aventure littéraire a pris le relais de mon aventure avec le cancer. Donc, comme Joliane l'a mentionné brièvement tantôt, mon livre s'appelle Cathéter. Je ne sais pas si vous pouvez voir des fois avec les caméras, ce n'est pas idéal, mais alors voilà, c'est l'ouvrage en question qui se déroule. Donc, c'est mon histoire, mais comme ça a été présenté tout à l'heure, c'est écrit à la deuxième personne. Donc, c'est une invitation au lecteur à vivre ce qui pourrait être son aventure, parce qu'on ne sait jamais sur qui s'attendre, évidemment. Et il y a $1 par exemplaire vendu qui va à la Fondation québécoise du cancer, qui m'a beaucoup soutenue pendant l'aventure. Alors, comme je n'ai pas le temps vraiment d'en parler plus, je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Vous allez avoir vraiment tous les détails du diagnostic au traitement à la longue période après où j'étais carrément dans la brume avec le cerveau en compote. Ce n'est pas une histoire déprimante, au contraire, je pense que c'est un récit qui est positif et réconfortant. On l'a déjà appelé, des lecteurs, on dit que c'était un feel-good book. Donc, ça permet de se mettre un peu à la place des autres, tout en gardant en tête qu'évidemment, chaque expérience est différente. Alors voilà, sur mon site web, c'est marievebissonauteure.com avec des traits d'union, mais sinon, vous pouvez juste le googler et vous allez tomber dessus, il est référencé. Pour finir, vous aurez peut-être remarqué que je parle souvent d'aventure, pas d'épreuve ou de maladie. Je pense que c'est une façon de voir les choses qui m'a permis d'être beaucoup plus résiliente et de passer à travers l'expérience en voyant vraiment la lumière plutôt que la noirceur dans chacune des journées qui passaient. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'ai quand même eu la chance d'être prise à temps, d'être bien entourée. Les effets secondaires, effectivement, étaient beaucoup plus endurables que ce à quoi je m'attendais. Comme je disais, la convalescence a été peut-être presque plus difficile parce que je n'avais pas de concentration, puis on dirait que la sollicitude de l'entourage est disparue, puis on se retrouve tout seul chez soi. Mais en même temps, ça m'a fourni plein d'anecdotes rigolotes pour mon livre parce que j'ai fait un paquet de niaiseries en n'étant pas tout à fait là mentalement. Voilà, 5 minutes, c'est vraiment bref. J'ai probablement déjà dépassé. Mais bon, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de garder en tête que chaque expérience est différente et que rester optimiste et vivre au jour le jour, je pense que c'est une bonne solution. Puis pour ceux qui voudraient en savoir plus sur mon expérience, je vais faire une présentation qui s'appelle « Transformer l'épreuve en aventure » le 30 mai prochain. C'est la conférence nationale « Votre vie après le cancer ». Toutes les informations sont sur le site web de la Société de la leucémie et lymphome du Canada. Et moi, ça sera avec la thérapeute Sophia Galvao qui présente une conférence intitulée « Je suis autre chose que le cancer » ou « Comment se redéfinir après un cancer ». Alors, je serai avec elle pour parler de cette expérience-là un peu plus en détail. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève, et merci d'avoir accepté d'être des nôtres. Aussi, comme tu l'as dit, tu vas aussi faire un autre témoignage pour notre événement « Votre vie après le cancer », qui est d'ailleurs déjà affiché sur notre site Internet. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, c'est déjà possible. Puis, pour le livre, on va envoyer les détails aussi dans le suivi qu'on va faire suite à cette web diffusion. Donc, déjà, je vois des commentaires. Merci de partager votre témoignage, Marie-Ève, très intéressant. Donc, je pense que ça va en intéresser plusieurs de lire votre livre. Je pense que ça vient toujours chercher les gens quand ils ont l'occasion, en fait, de voir l'expérience d'une autre personne qui vit une situation similaire à la leur. Donc, merci. Puis, on va passer à la période de questions. On en a déjà reçu, donc je vais juste rappeler, vous pouvez écrire vos questions dans la zone questions-réponses. Par contre, essayez vraiment que ce soit des questions générales, donc on essaie de ne pas tomber dans la consultation privée. Si on ne peut pas répondre à votre question pendant la présentation, on va faire un suivi avec vous par la suite.
Donc, il y a beaucoup de beaux commentaires là, pour la présentation de Dr Lemieux et le témoignage de Marie-Ève. Merci, c'est vraiment gentil. On va commencer par une question pour Dr Lemieux. Donc, une personne nous a écrit Bonjour, je suis technologiste médicale et j'aimerais savoir quand vous faites la biopsie et que vous l'envoyez en pathologie, est-ce que c'est grâce à des colorations histologiques spéciales, désolé, exemple la coloration à l'hématoxyline, que vous êtes capable de mettre en valeur les structures qui sont typiques du lymphome? Donc oui, c'est des examens pathologiques. Le pathologiste va avoir différentes méthodes qu'il peut utiliser. Là, de façon caractéristique, c'est de l'immunohistochimie. Donc, il va utiliser des crayons de couleur différents qui vont permettre d'identifier des structures différentes sur le ganglion. C'est ce qui va permettre d'identifier, entre autres, la cellule de Ray-Steinberg, mais les caractéristiques associées au lymphome de Hodgkin. Donc, c'est un travail. Ce n'est pas juste le fait de couper le ganglion, de le regarder au microscope, mais c'est de le colorer, c'est de lui faire passer à travers différentes épreuves qui vont permettre de faire ressortir les caractéristiques là, associées au Hodgkin. Donc, c'est très, très spécifique. Merci. On a aussi un autre commentaire pour Marie-Ève, une personne qui dit qu'elle va assurément lire votre livre. Donc, c'est vraiment un beau commentaire, très gentil. Aussi, une autre personne demande pour vous, Dr Lemieux, quoi faire pour traiter la neuropathie périphérique à cause adcitrice. Désolée, là, on dirait que mon articulation avec les mots aujourd'hui n'est pas à 100%. Donc, voilà la question. Le traitement, donc les neuropathies, c'est les sensations d'engourdissement au niveau des mains et des pieds qui, oui, peuvent arriver avec le brentuximab, qui est l'acétrice, mais qui peuvent arriver aussi avec la vinblastine, qui est utilisée dans ABVD, donc le V. Donc, malheureusement, c'est un des effets secondaires associés au traitement. Je pense que ce qui est la chose la plus importante en tête, c'est qu'il faut essayer de les prévenir. C'est-à-dire que du moment que le patient commence à ressentir une symptomatologie là, qui ressemble à ça, donc les engourdissements, il faut en parler au médecin. Moi, je sais que de façon spécifique, c'est une question que je pose à tous les patients quand ils viennent me voir. Puis quand ça devient problématique, là, on ne veut pas perdre l'usage d'une main. Là, moi, je demande toujours aux gens, êtes-vous capable de manipuler du papier? À une époque, on disait, es-tu capable de compter ton argent? Mais c'est important de leur dire parce que si jamais ça devient trop important, il sera nécessaire de diminuer la dose de chimiothérapie pour essayer que ça ne devienne pas permanent. Puis il y a certains médicaments qui peuvent être utilisés là, pour enlever la sensation d'engourdissement. Mais l'objectif, c'est vraiment pas d'en arriver là. C'est d'essayer de prévenir puis qu'on n'ait pas des complications à long terme qui deviennent permanentes. Parfait, merci beaucoup. Je vois qu'on a plusieurs questions de personnes qui demandent si la présentation va être accessible par la suite. Donc oui, en fait, elle est enregistrée et elle va être disponible sur notre site Internet. En fait, quand elle va être disponible, on va vous envoyer un courriel vous le mentionnant. Donc, vous allez avoir accès à l'enregistrement et vous allez pouvoir la visionner à nouveau. C'est beaucoup de commentaires pour toi, Marie-Ève, mais je trouve que ça vaut la peine de te les partager. Donc, une personne qui dit que votre témoignage lui va droit au cœur. Donc, c'est un très, très beau commentaire. Sinon, une autre question pour Dr Lemieux. Je ne sais pas si vous allez être capable d'y répondre. Je vous la pose. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une personne, en fait, qui demande si c'est possible d'avoir une idée des probabilités d'infertilité pour une jeune personne. Elle parle d'un jeune homme, mais une jeune personne qui aurait reçu les traitements ABVD. Ça est variable, là, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a une question de l'âge. Donc, je vais vous donner le meilleur exemple, c'est qu'une dame de 35 ans n'a pas la même probabilité qu'une jeune dame de 19 ans parce que malheureusement, les ovaires, les follicules, les ovules sont un peu plus vieux. Même chose chez les hommes. Une chose qui est importante de savoir, là, puis ça, pour les messieurs, là, ça les surprend toujours. Donc, avant de faire un don de sperme, on demande souvent de faire un test et souvent, le spermogramme ne sera pas normal chez quelqu'un qui est atteint du Hodgkin. Les hommes, quand ils voient ça, se retrouvent un peu déstabilisés, mais il faut savoir que ça fait partie de la maladie. Et même si le spermogramme n'est pas tout à fait normal, il pourra servir éventuellement à un don si on en a besoin. Mais donc, puis je tiens à le dire, au Québec, là, c'est quand même bien organisé. Là, je veux dire, autant, je veux dire, il y a des endroits partout à Montréal, je ne vais parler pas de Montréal parce que c'est là que je pratique, où on peut faire des dons de sperme. Il y a des endroits où les dames peuvent être référées pour des dons d'ovules. Et donc, les risques sont quand même faibles, mais dépendent de l'âge, dépendent de la toxicité reliée à la maladie, là, mais c'est des risques qui demeurent quand même faibles. Ce n'est pas 90%. Là. J'ai plein de patientes ou patients qui ont eu des beaux petits bébés après leur lymphome de Hodgkin.
Parfait, merci beaucoup. Puis on va peut-être prendre une dernière question avant de poursuivre avec la conclusion. C'est une personne, en fait, Dr Lemieux, qui demande, c'est qu'elle a remarqué, en fait, là, que une personne qui a été touchée par un lymphome de Hodgkin autour d'elle et qui connaît une récidive est une personne très en forme, qui est pratiquement une athlète, qui fait beaucoup de sport. Puis elle a l'impression que c'est souvent le profil typique là, de personnes qui ont ce type de lymphome. Elle se demande s'il y a un lien. Euh, Non, comme je vous dis, il y a pas de patient caractéristique. Là, il y a des facteurs de risque. Mais oui, je pense que c'est un commentaire qui est important par ailleurs. Je tiens à le redire. Puis je suis sûr que j'espère que Mme Bisson va pouvoir confirmer. Mais ce qu'on voit dans les films de nos jours, c'est plus ce que le patient vit. Oui, les traitements sont difficiles, mais je veux dire, les gens sont capables d'avoir une certaine vie normale, entre guillemets, même si ce n'est pas normal. Et je veux dire, c'est le patient, là, je donne toujours l'image, le décapé, couché, puis capable de bouger, là, ça existe presque plus. OK? Oui, c'est difficile, mais je serais curieux de voir ce que vous en pensez, Mme Bisson. Là, mais pour moi, ce n'est pas ce que je voyais il y a 20 ans quand j'ai commencé à travailler. Effectivement, c'est quand même. Il y a des médicaments contre les nausées. Donc, moi, j'ai eu un petit peu des légères nausées, mais c'était équivalent quand j'étais enceinte ou quelque chose de très endurable. C'est plus la fatigue, beaucoup de fatigue, mais ça varie dans le cycle. Sur un cycle de chimiothérapie de 2 semaines, par exemple, bon, ben, le lendemain, je me lève, je me dis, ah, ben, c'est pas si pire, finalement, je suis en forme. Puis là, le surlendemain, oh, là, je suis fatiguée, je vais rester couchée. Puis après ça, au fil des jours, ça revient. Après un certain temps, on dit, ah, aujourd'hui, j'ai mal à l'estomac. Donc, il y avait comme un cycle qui s'était établi en fonction du nombre de jours entre chaque traitement. Mais somme toute, c'était effectivement endurable. Il y a des journées où j'avais envie de rester chez moi en pantoufles, mais j'ai quand même été faire mon épicerie ou prendre des marches le plus souvent possible. Donc, c'est ça, c'est endurable. Très inconfortable, mais très endurable. Merci, merci beaucoup à vous deux. Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Puis aussi, comme je le mentionnais plus tôt, là, je vois beaucoup de personnes qui mentionnent le livre, donc on va mettre les informations pour le livre dans le courriel qui va suivre la web diffusion. Docteur Lemieux, si vous pouvez changer de diapositive. Encore, oui, parfait. Cette web diffusion, elle a été rendue possible grâce au soutien de CGene Canada. Puis, avant de vous quitter, si vous pouvez encore changer de diapositive. Donc, parfait, merci beaucoup. Et on voulait simplement là, vous rappeler qu'on est là pour vous si vous recherchez de l'information, des ressources, du soutien. Vous pouvez nous écrire à info-cancerduSang.ca ou si vous pouvez visiter notre site Internet, comme je le disais plus tôt, là, qui regorge de ressources sous différents formats. Et vous pouvez aussi là, communiquer avec nous en composant le 1833 222 4884. Donc, un questionnaire aussi va vous être envoyé pour évaluer là, la web diffusion. Puis nous, ça nous permet vraiment de nous guider là, dans la création de nouveaux événements et de d'autres web diffusions. Donc, merci de prendre le temps d'y répondre. Sinon, merci d'avoir été des nôtres. Merci encore, Dr Lemieux et Marie-Ève Bisson. Je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez bien soin de vous. C'est un plaisir, merci. Bonjour. Merci, bonne journée.